Donc, il y a une polarisation, donc je vais sur des médias de droite ou d'extrême droite parce que c'est exactement ce que j'ai envie de lire. Je prends l'exemple de Valeurs Actuelles, ils ont... On parle plus, pour prendre cet exemple-là, du loup qui va être tué par le berger que du berger lui-même. Effectivement, Combini, il y a une partie, c'est la rédaction, une partie qui est effectivement qui produit du brand. On n'est même pas dans le même open space et ils n'ont aucun droit de regard sur ce qu'on fait. Nous, on n'a aucun droit de regard non plus sur ce qu'ils font. Enchaîner avec Bolloré, quoi. C'est-à-dire que ce qui se passe actuellement, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'on est en train de voir une personne qui... Enfin, je viens de Canal, je suis parti à cause de lui, de Canal. Je vois ce qu'il en a fait, je vois ce qu'il va faire à Europe 1, ce qu'il va faire à Prisma. J'espère qu'il va pas avoir M6, mais c'est une personne qui incarne un cauchemar auquel on pensait dans les années 90-2000 en se disant ça n'arrivera pas, c'est possible. En fait, on voit une concentration d'un homme dont on ne connaît pas exactement les intentions. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers, le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Salut à tous, on se retrouve donc au cœur du débat sur les nouveaux médias, les médias de notre génération, seulement à destination des jeunes, à destination de qui? C'est les questions qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Je suis avec Christophe Caron. Bonjour. Bonjour Christophe, qui est directeur des rédactions de Slate. Je suis avec Paul Douard. Bonjour Paul. Bonjour. Qui est rédacteur en chef de Vice France. Et je suis avec Camille Thébault, rédactrice en chef de Combini News, ainsi que mon associé Antonin Marin, rédacteur en chef du Crayon. Nous allons commencer par une question finalement assez simple, mais qui risque de au moins réunir sur le fonctionnement. C'est comment définir aujourd'hui les médias à l'heure où une simple personne avec beaucoup de followers sur son propre compte pourrait être considérée à part entière comme un média. Et je vais commencer par te demander ton avis, Camille, parce qu'on sait que tu as lancé Combini News avec Hugo Clément, qui du coup est lui-même parti. Est-il lui-même un média ou peut-il être considéré comme un média par la simple force de ses abonnés? Un média, déjà, pour moi, c'est effectivement, contrairement aux influenceurs, c'est une entité journalistique qui va relayer des informations. L'influenceur, il va relayer une opinion, il va donner son avis, il va donner son... Voilà. Donc, dans le cadre d'Hugo Clément, quand il était avec nous chez Combini News, c'était le média Combini News. Maintenant, c'est un journaliste qui a sa boîte de production, qui produit du contenu avec sa boîte de production. Donc, c'est via ses activités journalistiques qui sont effectivement des médias à eux-mêmes. Ouais. Donc, du coup, comment on pourrait faire la distinction entre ce qui serait un média et ce qui ne serait pas un média? Comment définir aujourd'hui un média? Je pense que je rejoins ce que disait Camille. Le média, il va au-delà en fait de la personne en fait. C'est-à-dire que le média, il existe avant et après en fait. Que peu importe qui va y travailler, peu importe ses fondateurs, je pense que la frontière, elle est là. C'est que le média, il va traiter son information, il va le faire avec des gens qui sont là, avec des gens qui vont partir, qui vont rester. Mais le média va exister coûte que coûte. Enfin, normalement, on va dire ça comme ça. Alors que dès qu'on prend des gens qui sont seuls, des influenceurs, et tout ça, c'est leur personne qui mettent en avant. Certes, ils font du contenu, certains vont dire qu'ils font de l'information, mais le média, c'est eux. Des médias aujourd'hui, comme ceux pour lesquels on travaille, par exemple, ne sont pas ciblés sur des personnes. Ce n'est pas une personne qui représente le média, en fait. Même si vous avez des journalistes stars ou quoi que ce soit avec des grosses communautés, le média existera après eux. Et là, c'est le cas avec Combini. Donc, Hugo Clément ou pas, Combini News est toujours là. Et je pense que c'est pareil pour plein de médias. Et donc la frontière, pour moi, elle est là. C'est que le média, il va au-delà des personnes qui le composent, en fait, tout simplement. C'est ton avis également, Christophe? En fait, je pense qu'il faut faire la différence entre le média et le média journalistique, parce qu'en fait, on est tous des médias. Quand on retweet, moi ou vous, une information, ou qu'on publie une information sur Twitter ou sur Facebook ou ailleurs, on est un média puisqu'on fait passer une information d'une personne à une autre. Donc on fait la fonction de médiateur entre l'information et les récepteurs, puisque nous sommes des émetteurs. Après, donc on est tous des médias, les influenceurs sont des médias, mais il y a les médias journalistiques avec des règles, c'est-à-dire que nous, quand on publie une information, on est censé l'avoir vérifiée, elle est censée avoir suivi un processus avec le journaliste, la rédaction en chef, il y a un angle, il y a une édition, donc c'est une information qui est mise en forme. Donc oui, on est tous des médias. La différence entre Combini, Vice, Slate et les autres médias traditionnels et les influenceurs, c'est que nous, on produit une information vérifiée, de qualité, et enfin pour la plupart d'entre nous, qui est factuelle. Et effectivement, je reprends la distinction aussi
qu'a fait Camille, entre opinion et information, nous, alors on peut avoir des opinions, hein, mais c'est des opinions en général qui sont portées par des gens qui sont plutôt légitimes pour l'avoir, parce qu'ils sont experts, parce qu'ils ont une expérience, parce qu'ils ont un point de vue légitime. Mais la principale fonction d'un média journalistique, c'est de délivrer des informations sourcées et vérifiées. Mais dans ce cas, je pose la question d'Hugo Décrypte. Oui, c'est exactement ce que j'allais évoquer aussi avec Paul, ce que tu as évoqué sur la pérennité des médias ou non. Par exemple, quelqu'un comme Hugo Décrypte, est-ce qu'aujourd'hui on peut le considérer comme un média? Bah, bien sûr, si on reprend ce qu'on vient de dire là et ce que vient de dire Christophe, évidemment, puisqu'il produit son propre contenu journalistique. Enfin, je ne connais pas Hugo Décrypte, donc je ne sais pas comment il travaille, mais semble-t-il, derrière, il y a une volonté vraiment d'enquête, tout simplement. D'enquête, de fact-checking, de recherche de sujets, d'angles. Enfin, donc, oui. Après, effectivement, c'est un fonctionnement comment dire, d'une personne qui est, on va dire, en équipe réduite, voire seule. Je ne connais pas exactement comment fonctionne Hugo Décrypte, mais la différence par rapport aux médias qui sont les nôtres ou d'autres médias traditionnels, encore une fois, c'est que le média est tourné vers une personne. C'est son nom, c'est son image qui est mise en avant, c'est lui qui fait rayonner le média. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui me tient à cœur dans les médias, c'est que moi, j'ai envie qu'on parle de notre travail, pas de nous, en fait, de ce qu'on fait. Et là, il y a une frontière qui est un peu là-dessus, où Hugo Décrypte, c'est son nom, voilà, c'est son nom qui est mis en avant. Et je trouve que c'est autre chose quand même quand le média, c'est soi. Donc, comme le dit Christophe, on l'est un média, Hugo Décrypte est un média. Il fait sans doute de l'excellent travail, je n'en doute pas. Encore une fois, je ne connais pas très bien, donc je ne me permettrai pas de juger là-dessus. Mais il y a une volonté un petit peu différente, en fait, je suis, voilà. Le média, c'est moi en fait. Il y a un peu ce truc-là, c'est son nom. Donc, Mais par exemple, quelqu'un comme vous ici pourrait embaucher un Hugo Décrypte comme journaliste? pourrait, il n'y a rien qui s'y oppose. Enfin, dans les faits, ni légalement, ni contractuellement. Je veux dire, on pourrait très bien. Est-ce que son image de marque n'est pas trop forte aujourd'hui pour aller dans Ça, un c'est média? autre chose. Si on peut l'embaucher, oui. Techniquement, il n'y a absolument rien aujourd'hui qui empêcherait un média d'embaucher Hugo Décrypte comme n'importe qui. En fait, il n'y a pas de règles à ce niveau-là. Après, c'est un choix de ligne éditoriale, d'image de son média, de ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on va embaucher quelqu'un comme ça parce qu'il y a une grosse communauté ou c'est parce que c'est son travail? Tu parlais de ligne éditoriale et j'aimerais vous poser la question à tous. Quelle est justement cette ligne éditoriale que vous incarnez et qui la décide? Êtes-vous seul décideur? J'imagine peut-être probablement pas. Et quelle est-elle? Quelle est celle que vous revendiquez en tout cas? Camille, si tu veux commencer. Alors nous, à Combini News, on a une ligne éditoriale qui est plutôt axée sur des valeurs progressistes. On parle beaucoup d'écologie, on parle beaucoup de droits humains, on parle beaucoup des inégalités femmes-hommes. Donc c'est vrai que c'est des sujets qui nous tiennent à cœur et qui effectivement intéressent notre audience. La ligne éditoriale, elle est décidée elle a été impulsée par les fondateurs, elle a été mise en place avec la direction de la rédaction et après, voilà, moi en tant que rédactrice en chef, mon travail c'est de l'appliquer, de continuer à voir ce qui rentre dedans, à quel moment on va être un petit peu en dehors ou pas, voilà. Très bien. Paul? Écoute, la ligne éditoriale de Vice, c'est un média assez ancien, qui a quand même plus d'une dizaine d'années en France et à peu près 30 dans le monde. Donc pareil, on a un devoir de respect de ce qui a été fait avant, de ce qui a été fait ailleurs aussi, parce qu'on est dans beaucoup de pays. On ne peut pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, en tant que rédacteur en chef, j'ai beaucoup de latitude, mais voilà, il y a un respect à avoir par rapport à ce qui a été fait avant. Pour autant, les choses changent et évidemment, la ligne éditoriale de Vice d'il y a 30 ans n'est plus la même aujourd'hui. Et heureusement, on va dire ça comme ça. Et la société change aussi avec. Oui, voilà, la société change, les gens qui travaillent chez Vice aussi changent. Enfin, le média il fait sa vie en fait, comme n'importe qui. Donc garder les choses telles quelles au bout de 30 ans, ça me paraît impensable. Et sur Vice, évidemment, des gens rigolent parce qu'il y a aussi une image de Vice aujourd'hui qui est ce qu'elle est d'un média un petit peu, je sais pas quel mot, un peu moins, trash, je sais pas quoi. C'était le cas il y a 30 ans, clairement. Mais aujourd'hui, nous, on estime que quand on a entre, je sais pas, 18 et 30 ans, on s'intéresse autant à des articles sur les inégalités qu'à, je sais pas, des articles sur la drogue, mais pourquoi pas aussi sur, qu'est-ce qu'on peut avoir sur l'écologie. Et en même temps, on est un média qui laisse beaucoup de place. Alors ça, c'est un peu la tradition anglo-saxonne aussi de Vice. Il y a beaucoup de place aux personnalités, on va dire ça comme ça, au sens où on respecte l'écriture de chacun, il y a de la place à la première personne, ce genre de choses. Christophe?
Je vais paraphraser Camille et Paul dans le sens où Slate, et nous aussi, on était une adaptation d'une marque américaine. Slate France est né en 2009. Ça a été impulsé par Jean-Marie Colombani qui venait du Monde. Slate, c'est une ligne progressiste qui s'intéresse aux faits de société, et nous, comme Paul et Weiss, on s'intéresse à tous les sujets du moment qui racontent quelque chose sur la société. Et même les moindres faits anecdotiques ou des petites choses ou des signaux faibles, en général on s'y intéresse parce que ça peut raconter quelque chose de plus global. Donc c'est une manière de raconter l'époque et le monde qui nous entoure et comment cette époque évolue. On est sur une ligne progressiste comme Combini et comme Weiss. Et on traite beaucoup plus de politique internationale, beaucoup de papiers sur les discriminations, l'inégalité, mais aussi des choses un peu plus anecdotiques. Mais à chaque fois, il faut que ça éveille l'intérêt des lecteurs, que ça raconte quelque chose sur nous, et ça peut être... alors, nous, je sais pas exactement, je sais que Weiss fait du long aussi, mais on a aussi, nous, un point qui est de faire des articles longs. C'est-à-dire qu'en général, on va rarement en dessous de 6000, 7000 signes pour les articles normaux, et pour nos brèves, elles font 3000 signes, quand elles en font 500 ailleurs. Donc on est sur du long, et on prend le temps. C'est-à-dire que je préfère attendre 3 jours pour avoir le bon papier avec le bon angle et la bonne idée, plutôt que de faire ce qu'on aura déjà vu partout sur Gnews, qui est une simple ressucée de ce qui a été fait ailleurs. Donc en général, on arrive en retard, très en retard, mais on se dit, bon, on arrive en retard, mais on a quelque chose d'un peu différent et quelque chose de plus. Enfin, en tout cas, on essaye. Donc on est vraiment dans du slow journalisme. Pareil, quand on fait des couvertures de faits divers avec Elise Costa, quand tout le monde sort son papier le soir, après la journée d'audience, nous, on attend en général 2 ou 3 semaines, le temps qu'on le prépare, qu'on l'écrive, qu'on le découpe, qu'on le réécrive et qu'on le scénarise. Alors, quand je dis scénariser, on ne travestit pas, hein, mais on met en scène l'histoire pour qu'elle ait une visibilité différente et qu'elle raconte autre chose que ce qu'on a déjà lu. Par exemple, sur Daval, on a traité l'affaire Daval 3 semaines après tout le monde. Les papiers ont extrêmement bien marché, alors qu'on en avait bouffé sur BFM H24, parce qu'on a essayé de le faire d'une manière un tout petit peu différente et raconter d'autres choses. Donc voilà, donc même ligne avec nous un temps un peu plus long. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que je vois que vous êtes du coup assez aligné sur les lignes progressistes. Est-ce que pour vous, c'est du coup un engagement politique, sociétal important à vos yeux, ou est-ce que c'est finalement le découlement d'un choix de génération ou d'un choix de marché? Je sais pas qui veut prendre la parole. Je dirais pas que c'est un choix de marché, parce que ce serait... Enfin, du moins à mon poste, ça ne l'est pas. Clairement, je pense qu'il y a un monde qui évolue, il y a des questions qui sont arrivées et qui sont extrêmement importantes, et on ne peut pas les esquiver en fait. On ne peut pas les regarder et dire bah non, nous ça fait 20 ans qu'on parle que de ça, on va continuer en fait. Il faut... J'aime pas à l'époque vivre avec son temps, parce que je la trouve un petit peu débile en soi, mais je pense qu'il faut juste... Il y a des thématiques qui sont aujourd'hui extrêmement importantes dont on ne parlait pas avant, l'écologie en est une. Aujourd'hui est un média qui s'adresse à des gens qui ont entre 18 et, je sais pas, 35, 40 ans, peu importe. Et ne pas évoquer ces sujets-là, je parle de médias généralistes, hein, évidemment, pour les autres c'est autre chose, ça me paraît insensé en fait. On a cette... Je pense que c'est une forme aussi de devoir d'en parler en fait, puisque les médias sont aussi là pour partager cette information, et si on décide de l'occulter, de dire bon c'est pas intéressant, on va se contenter de faire que ça. Non, je pense qu'on a un genre de devoir de dire ce qui se passe à ce niveau-là. Après chacun a sa ligne éditoriale. Nous, l'écologie est une partie de ce qu'on fait, mais elle n'est pas centrale. On n'est pas un média sur l'écologie. Donc on choisit nos sujets en fonction de ça. Évidemment, là il y a des choix éditoriaux, certains on n'en parle pas, mais je pense qu'il y a une volonté de le faire bien, sans même rentrer dans l'éducation. Je pense que là, on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser ou ce qu'ils doivent faire. Mais c'est important de dire ce qui se passe, tout simplement. En fait. C'est notre métier, c'est pour ça qu'on le fait. Après, les gens font ce qu'ils veulent, ça les regarde. On n'est pas là pour leur donner des ordres, leur donner des directives sur leur vie, encore moins sur leurs engagements politiques et sociaux. Donc, Ces engagements, ils sont personnels, ils sont liés à la racine même de Combini? Alors je distinguerais déjà engagement politique. À mon sens, on n'est pas du tout engagé politiquement.
D'ailleurs, on fait très peu d'interviews politiques et quand on en fait, c'est vraiment... on a fait Agnès Buzyn au moment de la crise du Covid, mais c'était pas du tout l'exercice d'une interview politique, c'était société. Par contre, on peut s'engager sur des valeurs, on peut s'engager sur des combats. Oui, ça oui. Mais c'est pas de l'engagement politique, c'est assez différent. Donc c'est ce qu'on fait par exemple quand avec Hugo Clément, on est parti au Kasaï en République démocratique du Congo. On va faire un reportage sur le risque imminent de famine là-bas. Et en fait, on se rend compte que le reportage est vraiment très fort, très, très percutant, et on a envie d'aller un peu plus loin. Et du coup, on met en place une levée de fonds avec l'ONG avec laquelle on est parti, qui s'appelle Action contre la faim. Et c'était vraiment dans cette volonté et ça venait d'une demande aussi de notre audience de « Ok, on a vu ce reportage, ça nous a choqué, ça nous a chamboulé, ça nous a touché. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut agir ?» Et donc c'était un peu dans cette optique d'aller un petit peu plus loin et de donner des outils pour agir. Mais c'est pas du tout un engagement qui est politique, à mon sens. Et comment vous distinguez ce qui est de l'ordre des valeurs et ce qui est de l'ordre de l'engagement politique? Si vous apportez pas forcément de contradiction dans un reportage ou justement parce que vous êtes porté par ces valeurs. Alors on va apporter de la contradiction dans le reportage s'il y a effectivement une opinion politique. Là, personne ne va dire ah bah oui, mais moi je suis pour la famine au Kasaï. Enfin, je veux dire, globalement, c'est assez évident. C'est pareil, quand on fait des journées partenariat avec France Inter, on a fait une journée qui s'appelle le plastique non merci, donc pour dénoncer un peu le désastre des déchets plastiques dans le monde. Bon, bah là, c'est pareil, c'est évident que personne ne va... Voilà, c'est des engagements qui sont sur des valeurs communes et à toute notre audience. Donc voilà, après, par contre, quand effectivement, c'est des sujets qui vont pas faire consensus, quand c'est des sujets qui vont être vraiment des sujets à débat de société, on a des formats pour ça. On a le format notamment qui s'appelle 1 contre 1 et qui est vraiment un format de débat classique où là, on va présenter 2 opinions. On l'a fait sur faut-il interdire la chasse ? On l'a fait sur faut-il abaisser l'âge légal du vote à 16 ans ? Bon, ça, c'est pas à nous de dire oui ou non, il faut pouvoir voter à partir de 16 ans. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on va proposer les 2 partis pris, les personnes invitées vont en débattre et notre audience se fera sa propre opinion avec les arguments qui seront exposés dans la vidéo. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit souvent que ça continue à débattre dans les commentaires sur ce type de sujet. Donc voilà, donc ça va être ça un peu pour moi la nuance. Et pour prendre cet exemple de la chasse, et je m'adresse à vous 3 et sans faire évidemment de systématisme, mais vos rédactions défendent beaucoup plus le fait d'empêcher la chasse plutôt que de la permettre. Donc du coup, certes, il y a eu un débat sur Combini, mais est-ce que finalement, vous n'avez pas aussi des partis pris qui sont en contradiction avec ce que beaucoup de personnes pensent, et du coup, au final, ça fait un choix, pas politique, évidemment, je te l'accorde Camille, mais du coup, d'un fonctionnement de société. Christophe, je ne sais pas ce que tu en penses. Évidemment, à chaque fois qu'on publie un papier, de toute façon, il y a un engagement, sinon politique, sinon de valeur, il y a toujours un choix. Parce que le fait de traiter un sujet et pas un autre, c'est déjà un choix. Le fait d'angler d'une certaine manière et pas d'une autre, c'est un choix aussi. On peut rester factuel tout en éclairant les choses d'une certaine manière. Alors moi, je ne sais pas si on est pro-chasse ou anti-chasse sur Slate, parce qu'on dit tellement tout et son contraire en termes de prise de position, parce qu'on essaie de faire parler un peu tout le monde, à l'exception de l'extrême droite, évidemment. Mais donc je ne pourrais pas te dire quelle est la position de la majorité des journalistes sur Slate. Et souvent, d'ailleurs, on voit en école de journalisme, quand on va intervenir, les gens n'arrivent pas à nous situer, les jeunes n'arrivent pas à nous situer sur l'échiquier politique. Parce qu'on a des libéraux économiquement, d'autres qui le sont moins, des gens très à gauche. Alors après, sur les plans effectivement des valeurs sociétales, on est quand même très progressiste. Donc je pourrais pas te donner ça. Alors après, est-ce qu'on va être au contre-courant de l'opinion ? J'ai envie de te dire, peu importe en fait. Tout à l'heure, tu demandais si le choix d'avoir des médias progressistes était un choix de marché. Si tu regardes un peu le marché, ce qui fonctionne en ce moment, c'est Zemmour sur CNews, c'est Valeurs Actuelles qui fait des diffs hallucinantes. C'est Sud Radio, c'est RMC. Je pense que si je devais lancer, c'est Front Populaire qui s'est lancé avec Stéphane Simon qui développe, l'ancien producteur de Thierry Ardisson, sur toute une galaxie de sites très à droite, avec Onfray entre autres et tout ce qu'il fait avec Polony. Marianne est en train de prendre un chemin aussi qui est très conservateur réac. Je pense que le sens du marché, c'est plutôt d'aller vers le conservatisme, le populisme, de gauche ou de droite d'ailleurs. Donc je pense qu'on est plutôt seul, nous, en tout cas moi je me sens plutôt seul à défendre des valeurs plutôt démocratiques, comme on peut le faire dans nos podcasts, ou des valeurs plus progressistes. On est de moins en moins nombreux à le faire, donc je pense pas que ce soit le sens du marché, et d'ailleurs je pense qu'on le verra aux prochaines élections, mais donc si on voulait faire quelque chose vraiment qui cartonne,
on ferait écrire Zemmour, quoi, parce qu'on sait que ça on serait lu et qu'on ferait du clic. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si CNews, Morandini, tout ça, qui sont pas des médias Morandini qui se radicalisent. Alors c'est marrant de dire Morandini, mais on le voit dans son éditorial, et que CNews, qui était une chaîne de gauche avant, enfin, j'ai bossé à Canal, iTélé, c'était quand même un repère de gentils gauchistes, je dis ça en souriant. Donc voilà, les choix éditoriaux, si on veut fonctionner, c'est pas en faisant ce qu'on fait qu'on gagne la partie. Dans ce cas-là, je rebondis sur ce que tu disais sur le fait de ne pas proposer des paroles d'extrême droite. Est-ce que vous avez l'impression de proposer à l'inverse des paroles à l'extrême gauche ? Pas du tout. Enfin, c'est pas là où nous avoir lu que de le penser. On n'a pas des paroles. Beaucoup le pensent. Ouais, mais des gens de droite. Oui. Voilà, forcément. En fait, non, je pense pas, et je pense que pour rebondir sur ce que disait Christophe, je pense que c'est surtout une espèce de... Ce qui fonctionne, c'est surtout jouer sur l'extrême polarisation qu'il y a en ce moment, en fait. Il n'y a plus de juste milieu, et je rejoins un peu ce que tu disais, où on se sent seul. Moi, j'estime qu'on n'est pas du tout dans une extrême, mais ce qui fonctionne aujourd'hui, effectivement, c'est faut aller tout au bout, en fait, de son truc. Que ce soit à droite ou à gauche, un petit peu moins à gauche, c'est vrai, en ce moment, ça marche moins bien, et moins à la télé. Mais on n'est pas... je pense que c'est là-dessus que ça tire et que les gens en redemandent, en fait, d'une certaine manière. Donc c'est ça qui est un petit peu décevant. Je pense que les médias ont une part de responsabilité, forcément. Mais voilà, pour moi, cette extrême polarisation en ce moment de médias, comme tu le disais, qui beaucoup dérivent vraiment très à droite depuis 1 ou 2 ans. S'en sont cachés pendant un petit moment et maintenant ils vont franchement parce qu'ils sentent que ça fonctionne. Mais à l'inverse, on a des médias qu'on peut qualifier à gauche, qui ne sont pas d'extrême gauche, mais comme Mediapart, qui fonctionnent aussi très bien et qui se mettent justement un peu à l'opposé de ces médias-là. Ils essaient d'apporter autre chose, un autre regard, peut-être un autre journalisme. Mais voilà, donc je pense que c'est plus ça. Il y a vraiment un écart qui se creuse où quand on se retrouve au milieu, peut-être comme nous, moi j'estime qu'on est au milieu, peut-être que des gens estiment qu'on est à gauche, mais peut-être parce qu'on ne traite pas certaines choses que eux ils aimeraient qu'on en parle. Je vois les reproches à Vice, souvent c'est pourquoi vous parlez pas de ci, pourquoi vous parlez pas de ça, vous parlez des violences policières, mais vous parlez pas de... Enfin, en gros, les gens se font de toute façon leur histoire tout seuls. Donc la bataille, si on peut estimer qu'il y en a une, elle est perdue en fait, puisque ce qui se passe en France, pour moi, rejoint ce qui se passe dans beaucoup de pays. Les gens vont sur un média en se faisant d'abord l'histoire, en fait. Ils vont sur un média et ils attendent tout de suite. J'y vais parce que j'attends ce genre de contenu, en fait. Donc, il y a une polarisation. Donc, je vais sur des médias de droite ou d'extrême droite parce que c'est exactement ce que j'ai envie de lire. Je prends l'exemple de Valeurs Actuelles. Ils ont compris ça. Dès qu'il se passe quelque chose, à la minute, il y a un article qui sort, ça fait 30 000 retweets et ça fait exploser Twitter. À l'inverse, d'autres médias plus à gauche peuvent le faire aussi. Et voilà, je pense que de toute façon, quand on est au milieu, et comme disait Christophe, et qu'on est sur des choses un peu plus lentes, tant pis, de toute façon, on sortira toujours le truc après. Vice, c'est pareil, ça nous fait rire. Vraiment, on en rigole, parce que dès qu'il se passe un truc, on se dit, de toute façon, on va le sortir en 3 jours. Et tant pis, parce qu'on a envie de prendre ce temps et qu'on n'a pas envie de rentrer dans cette éternelle bataille de il faut réagir immédiatement sur ce qui vient de se passer. Moi, je dis que le journalisme, c'est pas ça. Les gens se font leur histoire, et donc si des gens viennent sur Vice, sur Combini, sur Slate pour dire « Ah mais vous êtes des médias de gauche, vous parlez pas de ça », de toute façon, ils viennent pour ça. On cherche pas à convaincre des gens, donc ces lecteurs-là, ils viennent pour presque confirmer ce qu'ils pensent déjà au fond d'eux, c'est-à-dire que Slate est un média de gauche, que Combini est un média de gauche, que Vice est un média de gauche, et qu'on passe notre temps à critiquer la police, enfin je sais pas quel autre... voilà. Je résume un peu ce qui peut aller sur Internet. Mais pourquoi, pour prendre cet exemple simple de la police, pourquoi ne pas faire parler aussi des policiers qui ont subi des violences eux-mêmes ? On l'a fait, mais ça c'est tout le problème des réactions sur Internet. Nous, on peut avoir plein de gens, si on publie un article un peu court sur la sexualité, peu importe, on va avoir la moitié des commentaires qui sont « Ah, lol, Vice, qui parle encore de sexe, machin », alors que c'est très intéressant, peu importe. Si on sort un 15 000 mots d'une enquête, je sais pas, sur des enfants à qui on a inoculé le sida au Kazakhstan, j'en suis hyper fier, et tous ces gens-là n'ont pas allé le voir non plus. Donc, je reviens à ce que je disais, où en fait ces gens veulent juste, ils viennent chercher ce qu'ils pensent en fait. Donc c'est-à-dire qu'on va le faire, mais ils vont pas le voir, parce qu'ils s'en fichent, parce qu'en fait, quand on fait ce genre de choses,
une thématique qui potentiellement peut les intéresser, ils vont la lire ailleurs en fait. Donc en fait, ils viennent nous voir soit pour critiquer ce qui n'est pas à leur goût, mais si on fait quelque chose, quand je dis à leur goût, on va dire une thématique qui peut les intéresser un peu plus que d'autres, et si on le fait, ils ne la voient pas en fait. Ils ne la voient pas parce qu'elle ressort moins, parce que dès lors qu'on est un peu dans du slow journalisme, comme disait Christophe, voilà, on ne réagit pas tout de suite sur un truc, et c'est à ce moment-là que les gens réagissent le plus en fait. On n'est pas là-dedans, donc. Si je peux me permettre, en fait, juste pour compléter ta réponse, en fait, on est dans l'ère du biais de confirmation, c'est-à-dire que les gens, beaucoup de gens, enfin, je ne vais pas généraliser, mais beaucoup de gens cherchent à confirmer ce qu'ils pensent déjà, et donc ils vont retenir que ce qui va dans leur sens, ils vont rejeter ce qui ne va pas dans le leur, et après, quand tu demandes à Paul pourquoi Vice fait un papier sur les violences policières ne fait pas forcément parler les policiers, on fait ce qu'on veut, en fait. On n'est pas un service public, on n'a pas du tout à assurer l'égalité de temps de parole, on n'a aucune obligation de le faire. Moi, quand on a fait une grande enquête sur le printemps républicain qui nous a valu des tombereaux d'injures pendant plusieurs jours, et où tout le monde dit « Ouais, mais pourquoi vous n'enquêtez pas sur Rocaille Diallo ? Pourquoi vous n'enquêtez pas sur les autres ?» Je dis « Parce que déjà, Valeurs Actuelles le fait tous les 15 jours, et que je suis le seul maître de la ligne éditoriale, et que j'ai aucune obligation, parce que je sais que de toute façon, il y a une presse qui existe en face et qui le fera. Et que rien ne m'oblige à le faire, et que si jamais j'avais envie de le faire, pourquoi pas, je pourrais le faire. Mais on n'a pas assuré, on n'est pas un service public, on n'a pas assuré une couverture totale de tout ce qui se passe. Et c'est en fait le principe d'une éditoriale, c'est de raconter ce qu'on a envie de raconter, et de raconter la société telle qu'on l'aperçoit et telle qu'on a envie de la raconter. Ça ne veut pas dire qu'on nie que des choses existent, on pourra tout à fait parler, j'imagine que Vice pourrait éventuellement donner la parole à des policiers victimes de violences aussi. C'est juste qu'à un moment T, on a voulu mettre un coup de projecteur sur telle problématique ou tel sujet, que peut-être dans 6 mois on mettra un coup de projecteur sur ce qu'il y a en face, mais qu'on n'est pas dans l'obligation, de à chaque fois de faire thèse et antithèse. Ça n'existe pas, quoi. Je vais juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais de la polarisation, et ce qui marchait, c'était vraiment les médias qui étaient très polarisés à droite comme à gauche. Mais du coup, Paul disait qu'en tout cas pour Vice, je pense que c'est aussi le cas de Slate, vous considérez comme étant ni forcément très polarisé à droite et à gauche. Du coup, ça voudrait dire que les affaires vont mal pour vous, si vous êtes au milieu, que vous n'êtes pas très polarisé. Comment vous arrivez à trouver une part de marché si ce qui marche, c'est polarisé ? En fait, on n'a pas besoin de dominer le marché pour exister, en fait. On n'est pas TF1. Je disais pas dominer le marché, mais trouver une part... On n'est pas obligé d'être les meilleurs pour exister. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on a des objectifs d'audience et qu'il faut qu'on assure pour vendre de la publicité, pour éventuellement après faire des partenariats avec eux. Mais on ne cherche pas à conquérir l'intégralité des cerveaux, quoi. On cherche à proposer un journalisme de qualité pour des lecteurs de qualité et lectrices aussi de qualité. Mais voilà, donc oui, si on avait envie de faire 3-4 fois plus d'audience, on pourrait faire du clickbait, on pourrait faire des choses qu'on se refuse à faire actuellement, mais on n'en a pas forcément besoin. Et surtout, quand tu fais ça, tu te mets dans un engrenage qui fait que plus tu grossis, plus tu dois grossir pour continuer à pouvoir exister. Donc il y a plein de... Je sais que c'est une question qui viendra après, mais il y a plein de médias de niche qui existent et qui arrivent à vivre en étant des médias de niche. Donc finalement, la croissance à tout prix, je ne dirais pas qu'on est décroissant, loin de là, mais la croissance à tout prix n'est pas forcément le but des médias. Oui, absolument, et puis je pense qu'il ne faut pas se fier non plus à ce qu'on voit. C'est parce que certains médias ont l'air d'exploser sur des réactions que nécessairement ils sont en bien meilleure santé que d'autres. Il ne faut pas se fier à ça. Comme disait Christophe, c'est un engrenage après, donc on se met à faire des réactions tout le temps parce qu'on voit qu'on a besoin de ça pour vivre, mais on ne s'installe pas dans la durée en fait. On n'installe pas des lecteurs ou des lectrices fidèles. On fait réagir à chaque fois. Est-ce que c'est des gens qui reviendront le lendemain ? Peut-être pas, peut-être que oui. Et par exemple, pour nous sur Vice, on n'est pas trop dans ce truc-là, on est même très peu pressé par l'audience, mais ça vient du fait que c'est une entreprise, c'est un média qui est dans une trentaine de pays et qui a d'autres sources de revenus que la publicité. Et la publicité est une source mineure pour nous. Et donc oui, évidemment, l'audience, si demain l'audience s'effondre, on va me tomber dessus, c'est évident. Mais c'est pas le premier objectif pour nous. Je pense que avoir une audience fidèle qui revient, qui apprécie ce qu'on fait, qui apprécie notre journalisme, ça a plus de valeur aujourd'hui pour tous nos partenaires et tous les gens avec qui on travaille que dire ouais, on a augmenté de 40%, c'est bien, personne ne s'en plaindra, ça c'est évident, mais ce n'est pas le premier critère pour nous. On a beaucoup changé là-dessus. Vice, avant, on publiait beaucoup plus. Maintenant, on publie beaucoup moins. On a réduit notre nombre d'articles par jour, on a réduit nos posts sur les réseaux sociaux par jour.
Et en fait, ça va beaucoup mieux. Les gens viennent plus, on arrête de noyer les gens sous plein de contenus en se disant plus on en met, plus les gens vont en lire. Pas du tout en fait. Pas du tout. On a remarqué que parfois, en faisant 2 fois moins, on avait 2 fois plus de lecteurs en fait, tout simplement. Parce que quand on fait du format long, c'est mieux. Parce que les gens ont tendance à revenir. Et puis ça permet aussi de faire vivre ce qu'on fait plus longtemps. Plus on publie, en fait, plus le contenu, l'enquête est éphémère. Elle va disparaître en fait. Ça va être un truc qui va soulever des débats pendant 3-4 heures, pendant une journée. Demain, tout le monde aura oublié en fait. Tu parlais de faire vivre des débats et même des sujets qui fâchent ou qui peuvent cliver dans notre société. Au final, tout le positionnement que vous avez donné qui est très clair, est-ce que vous le faites évoluer? Est-ce que vous voyez la société évoluer par rapport à ces positionnements? Et de manière plus globale, et c'est un peu même la question cœur que je posais, c'est comment vous concevez votre rapport aussi avec votre audience, avec les gens qui adorent ce que vous faites, avec les gens qui aiment un peu moins mais qui suivent, et avec les gens qui n'aiment pas mais qui suivent? Parce qu'on sait qu'il y en a évidemment beaucoup. Camille, évidemment, c'est un peu ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure, une ligne édito, elle est vivante, quoi. Elle évolue en fonction de la société. On fait du news, donc forcément, on part des faits de la société. Donc forcément, ça va évoluer. Et j'enfonce une porte ouverte, mais je veux dire, on parle de la crise de confiance dans les médias depuis des années. Les médias digitaux sont apparemment quand même moins touchés par cette crise de confiance, et je pense que c'est aussi simplement parce que peut-être qu'on est plus à même d'aller chercher les problématiques de notre audience, qui intéressent notre audience. Il y a plein de manières différentes de parler d'un sujet. On peut en parler avec 2 experts sur un plateau télé, ou on peut aussi aller voir d'abord et donner la parole au premier concerné, ce qui n'empêche pas dans un deuxième temps de prendre du recul. Et donc tout ça, c'est effectivement, pour nous, pour moi, c'est ça la base de notre travail, en fait. C'est d'aller au cœur des sujets qui vont animer notre audience, qui vont les intéresser, qui va les questionner. Et donc, pour ça, c'est le travail de terrain. Donc, le travail de terrain qui peut se faire, comme on l'entend classiquement, en se déplaçant sur le terrain, mais aussi en observant ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en essayant, je pense typiquement à l'exemple de... il y a 1 an et demi, ce qui a ensuite été l'affaire Uber c'est over. Aucun média n'en parlait, et nous, en fait, on se rend compte que ça commence à monter un peu sur les réseaux sociaux. Exactement, grâce à Anna Toumazov, qui rassemble plusieurs témoignages et vraiment qui commence à en avoir vraiment beaucoup. On se dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ça, du coup, on travaille un peu avec elle et on arrive à avoir plusieurs témoignages de jeunes femmes qui expliquent du coup comment elles se sont fait agresser sexuellement par un chauffeur Uber. Et tout ça, ça vient parce qu'on est attentif et parce que c'est la base du travail de terrain, même si ça peut être depuis derrière un ordinateur ou un smartphone. Mais c'est cette base-là, pour moi, qui va nous permettre d'être au plus près des préoccupations de notre audience et de le traiter effectivement de manière journalistique et de donner du coup la parole à ces gens-là, parce que finalement, on parle beaucoup de libération de la parole en ce moment. Les médias, évidemment, y participent, mais je crois que c'est une libération de la parole, c'est surtout que la parole, elle était là, c'est juste qu'on l'écoutait pas, on l'entendait pas. Et donc, typiquement, avec Uber c'est over, c'est ça. La parole, elle était là, les femmes, elles prenaient la parole sur les réseaux sociaux. C'est juste que personne ne leur avait tendu un micro. Et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment ça notre rôle, c'est d'aller écouter ces voix qu'on n'entend pas assez dans les médias, disons, traditionnels, même si j'aime pas du tout la nuance traditionnelle digitaux, mais voilà, c'est une parole qu'on n'entendait pas et qui ensuite a rejailli partout, et c'est très bien, et c'était une très bonne chose. Et est-ce que cette parole, et je reviens un peu à ma question de tout à l'heure, mais est-ce que cette parole parfois est donnée peut-être trop à certaines thématiques et pas assez à d'autres? Je prends l'exemple du coup de gueule du berger qui avait été fait à l'encontre d'Hugo Clément. Je sais que Hugo Clément n'est plus à Combini News, mais je prends cet exemple-là. Est-ce que du coup, on ne parle plus, pour prendre cet exemple-là, du loup qui va être tué par le berger que du berger lui-même? Je suis pas sûre. C'est un peu ce que tu disais aussi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir traiter un sujet de plusieurs manières différentes. Avec plusieurs facettes, et au final il y en a une dont tout le monde va parler en disant oui, mais vous avez pris cet angle-là. Non, parce qu'en fait on a fait 2 autres vidéos derrière qui prenaient 2 autres angles. C'est juste que sur les réseaux sociaux il y a eu une émulation sur ce sujet,
mais ce qui n'empêche pas qu'on a pu traiter de manière différente le sujet. Et après, c'est tout le bruit qui est fait autour qui donne une importance particulière, mais qui n'était pas forcément là au moment de la diffusion. J'aimerais qu'on aborde un dernier volet de cette table ronde qui est le volet de la publicité et du brand content. On voit que plus la situation avance, plus la frontière est floue entre contenu sponsorisé et contenu éditorialisé, si je pourrais le formuler ainsi. Comment vous gérez ça dans vos propres rédactions et quel est votre regard? Est-ce que c'est peut-être une mauvaise chose ou pas une si mauvaise chose que le flou soit entretenu sur ces partenariats? J'y vais. Moi j'attache une importance énorme à mettre des murs, tout simplement, pour le dire très clairement, et à faire en sorte que non, ce ne soit pas flou, et au contraire que ce soit écrit noir sur blanc. C'est très important. C'est capital en fait dans notre métier, puisque si la frontière est floue, on ment à nos lecteurs, tout simplement en fait. On ment à nos lecteurs parce que une enquête, elle n'est pas construite pareil qu'un article qui va être construit avec une marque ou avec un partenaire, évidemment. Donc il faut le dire, il faut que ce soit marqué noir sur blanc. Pour Vice, c'est le cas. L'article sponsorisé, nous, il sera marqué comme étant sponsorisé, ce sera la première chose qu'on verra dessus. Un article de brand content qui est encore... Excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que Vice France est différent là-dessus de Vice Canada, enfin mondial? Est-ce qu'il y a des règles différentes par rapport à ça ou l'éditorial est la même? Non, c'est les mêmes règles pour tout le monde, ce qui parfois pose des soucis, puisque certains ont des avis qui divergent, suivant le pays, suivant le journalisme local, on va dire ça comme ça. Mais non, en plus, nous, on a un groupe maintenant américain, ils sont encore plus à cheval que nous là-dessus. C'est très très important pour eux. Donc non, si un article sponsorisé, c'est marqué comme étant un article sponsorisé, c'est pas fait par la rédaction. Moi, je suis là en tant que rédacteur en chef pour aiguiller et que ce soit au mieux et de faire travailler les bonnes personnes dessus. C'est-à-dire que s'il y a des contenus qui sont faits vraiment avec une marque ou même par une marque, parce que ça existe dans les médias, Vice le fait dans certaines occasions, mais c'est pas publié sur Vice. C'est des choses qui vont vivre ailleurs, en dehors de la rédaction. Et j'y tiens beaucoup, parce que ça fait que sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses se mélangent. Et je ne veux pas qu'on passe d'un article et qu'en cliquant sur article suivant, on tombe sur un truc comme ça qui sort d'une marque. Il en faut, j'ai aucun mal à assumer ça, parce qu'il faut bien, il faut bien financer le média. C'est une des méthodes, il y en a d'autres. Comme je disais, on n'est pas du tout dépendant de la publicité et forcément de ce genre de partenariat. Alors moi je dirais que la frontière elle est beaucoup moins floue qu'avant, parce qu'après les décennies de presse féminine où les trois quarts du contenu hors pub était déjà du contenu qui était fait pour les marques sans que ce soit clairement affiché, c'est-à-dire que vous prenez Elle, Madame Figaro, Vogue, c'était juste de la pub, mais même les parties édito. Le Figaro, quand il y a les pages loisirs à la fin, c'est aussi des partenariats marques qui n'est pas affiché. Nous, on a l'obligation de mettre contenu sponsorisé sur nos articles. Ils n'apparaissent pas dans le flux, ils sont dans un flux AdSense, enfin, tous ces trucs-là. Quand on les poste sur les réseaux, on met contenu sponsor devant, c'est-à-dire qu'à moins de ne pas lire du tout ou de pas savoir lire, on sait que c'est un contenu sponsorisé. Et quand on fait des podcasts sponsor, on annonce bien que c'est en partenariat avec telle marque. Donc je pense qu'au contraire, ça n'a jamais été aussi clair, et je crois que les règles auxquelles on se plie n'ont jamais été aussi strictes que ce qu'il y a pu y avoir pour la télé, pour la presse écrite pendant des années, où c'était vraiment la fête, quoi. Donc oui, alors nous aussi, comme Paul, et j'imagine que c'est pareil pour Combini, moi je garde l'œil sur les contenus sponsors et les contenus brand qui sont faits pour qu'on n'aille pas faire la promo d'un truc qui soit complètement aberrant et qui soit en opposition avec notre ligne éditoriale. On n'ira pas faire par exemple la promo pour un numéro anti-IVG, c'est un truc qu'on ne fera jamais. Donc on n'a jamais demandé, mais si on demandait ça n'arriverait pas. Ou pour des casinos qui à Dubaï, dans des pays qui respectent pas vraiment toutes les règles démocratiques. Donc on fait attention à ça. Après, effectivement, c'est séparé parce que quand on garde une étanchéité entre ce qui est fait par les journalistes qui font le contenu éditorial et les gens qui font de la pub à côté, qui font des contenus sponsors. Mais il faut quand même qu'on garde un droit de regard dessus pour pas se retrouver à publier des choses qui nous desservent et qui abîmeraient surtout la marque. C'est pareil chez Combini News ?
Non, nous chez Combini News, c'est très. En fait, il n'y a pas de contenu sponsor sur Combini News. Il n'y a pas du tout de. On n'a pas de. Voilà. C'est sur Combini, il peut y avoir du contenu sponsor et c'est très identifié, très marqué. Et on a fait le choix sur la partie vraiment news. On a sorti ça complètement. C'est totalement imperméable et du coup, voilà, moi j'ai aucun lien en fait avec toute cette partie-là finalement. Après, des contenus sponsors peuvent être bien, hein. C'est-à-dire que c'est fait en général par des journalistes qui sont bons. Ça permet de financer parfois des projets qui sont hyper chouettes. Hein. Mais justement, ça représente une grosse partie du chiffre d'affaires chez vous? Moi, je m'occupe pas d'argent, l'argent je le dépense, je le gagne pas. Exactement, moi je me fais engueuler si j'en dépense trop, mais je regarde pas ce qu'il y a en fait. Donc pareil, c'est... Non, pour savoir à quel point ça pouvait influer sur la rédaction, si jamais... Non, ça influe pas. Ça influe pas. Enfin, dans le cas de Vice, on est là pour... Enfin, moi, je suis là pour aider. Comme disait Christophe, on garde un œil sur ce qui est fait. On essaie de s'en servir aussi parfois pour faire de belles choses. Et les gens qui travaillent dans ces services-là ne sont pas exclusivement des gens avides d'argent. Ils ont aussi envie de faire des belles choses pour le média pour lequel ils bossent. J'ai juste une question par rapport à Combini, mais est-ce que le brain content, et je vous la pose aussi à vous, mais peut vous empêcher d'écrire des choses sur certaines entreprises, et je pense notamment avec Netflix ou Coca-Cola qui est affilié à Combini, est-ce que ça vous empêcherait de sortir une enquête sur Coca-Cola ou Netflix ? Non, jamais. C'est pour ça que je dis que c'est très séparé, même physiquement en fait. Donc effectivement, Combini, il y a une partie, c'est la rédaction, une partie qui est effectivement qui produit du brand. On n'est même pas dans le même open space et ils n'ont aucun droit de regard sur ce qu'on fait. Nous, on n'a aucun droit de regard non plus sur ce qu'ils font. Tout ça est vraiment très distinct et du coup, voilà, il n'y a pas de... Bien évidemment, on pourrait sortir une enquête sur Netflix ou sur Coca-Cola côté rédaction sans problème. Ouais. Je pense que les marques s'en fichent en plus. Nous, on a fait un épisode de Pic TV, notre podcast sur les séries, où on démontait Netflix en disant que c'était vraiment pas l'endroit où ça se passait. Et 3 semaines après, on avait un appel d'offres Netflix. On était interrogé pour un truc, je ne sais même pas si on a répondu. Mais... Donc je pense qu'ils sont pas... Alors déjà, je pense que les entreprises américaines sont moins à cheval sur ça que les entreprises françaises. Mais je pense qu'elles s'en fichent en fait. Du moment que le média est bon, que la cible est la bonne, que le produit est le bon, ça les empêchera pas de travailler avec un média, même s'il y a eu une enquête... Ça se passe comme ça chez Bolloré, mais pas chez aucun d'entre nous. En tout cas, il appréciera le petit tacle. Et je veux du coup conclure par cette question où je vous laisserai aller dans la direction que vous voulez pour la réponse, mais quelle est la chose dans l'univers médiatique dans lequel vous vivez et que vous incarnez également qui vous terrifie le plus ? Ça peut être des retours d'expérience que vous ayez vus, ça peut être des mouvements de société, ça peut être même des personnes en particulier. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur de ce que vous avez vu et vous avez dû voir beaucoup de choses? Avec Bolloré, quoi. C'est-à-dire que ce qui se passe actuellement, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'on est en train de voir une personne qui... Enfin, je viens de Canal, je suis parti à cause de lui, de Canal. Je vois ce qu'il en a fait, je vois ce qu'il va faire à Europe 1, ce qu'il va faire à Prisma. J'espère qu'il va pas avoir M6, mais c'est une personne qui incarne un cauchemar auquel on pensait dans les années 90-2000 en se disant ça n'arrivera pas, c'est pas possible. En fait, on voit une concentration d'un homme dont on ne connaît pas exactement les intentions. À mon avis, elles sont pas dans la ligne des nôtres. Et là, c'est une remise en cause du travail des journalistes. Quand on voit ce qui s'est passé pour Sébastien Toine et le service des sports, quand on voit ce qui se passe pour le nombre de censures qu'il y a pu y avoir. Déjà sur Canal, bon, c'était une toute petite chaîne qui n'existe plus maintenant hein, sur le côté journalistique, mais donc il a détruit ça. CNews, c'est plus journalistique non plus. C'est ça moi qui me terrifie, c'est-à-dire que j'ai aucun problème moi avec le fait que des industriels ou des actionnaires rachètent des médias. On voit que Xavier Niel et Pigasse, quand ils ont pris les Inrock, quand ils ont pris Le Monde, ils ont laissé les gens travailler proprement. Donc nous, notre actionnaire est Ariane de Rothschild. Je ne l'ai jamais vu, jamais eu, et j'ai jamais eu de contact avec elle. Ce sont des gens qui investissent dans les médias parce qu'ils aiment ça et ils respectent le travail des journalistes. Et il y en a d'autres, et je pense à Bolloré, qui sont pas du tout dans cette démarche-là. Et moi, c'est ça en fait, c'est ça qui m'inquiète, c'est que on est en train d'assister à une reprise en main d'une partie du paysage médiatique français à des fins qui me semblent assez suspectes. Donc voilà, c'est vraiment l'inquiétude. Et puis après, c'est aussi... Pourtant, Click ne peut pas réellement être mis dans la même perspective qu'un Éric Zemmour, qui sont pourtant propriétés par la même personne. Ouais, mais Click, ça fait 35 000 spectateurs par jour. J'aime beaucoup, je suis très ami avec Mood, j'ai très bons amis qui bossent chez Click, hein, mais c'est pas un problème pour Bolloré, Click, parce que c'est pas un danger. En plus, pour la plupart du temps, c'est du divertissement. Donc, puis on va savoir si ça va rester à l'antenne l'année prochaine, je suis même pas sûr.
ça leur pose pas de problème. Donc, ouais, Click, c'est pas la même chose. T'as aussi des alibis, c'est-à-dire que c'est toujours bien d'avoir Click de manière pour faire passer Zemmour sur CNews après. Moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète en tout cas, dans l'actualité immédiate, dans la prise en main du paysage médiatique français. Après, il y a la question d'éducation aux médias aussi, et le fait que, on a beaucoup de mal j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'éducation aux médias, et qu'on a beaucoup de mal à lutter contre, des fake news, des médias alternatifs, qui sont pas forcément très quali. Donc voilà, moi, c'est ces deux points-là qui sont assez à surveiller. Ben, je rebondis parce que à la question, j'ai immédiatement pensé à ça. Pour moi, c'est Twitter. C'est quelque chose qui me terrifie de plus en plus. Et pourtant, comme tous les journalistes, comme beaucoup du moins, je passe des heures dessus. Mais ça me terrifie justement. La première raison, c'est ces médias qui sont exclusivement Twitter, ce genre de choses, et qui commencent à raconter beaucoup de choses qui ne sont pas vérifiées et qui sont parfois beaucoup plus suivies que de gros médias. Alors, tout le monde a le droit de devenir un média, tout le monde a le droit d'essayer, peu importe. Mais voilà, quand on regarde un peu en détail qui sont les personnes derrière ces médias-là, on comprend qu'il y a des intentions un peu autres. Mais voilà, plus largement, moi, c'est Twitter. Je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup de mal au journalisme, je trouve. D'ailleurs, je me permets, le livre de Samuel Laurent là-dessus est vraiment très bon, très, 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 très agréable à lire, intéressant et triste. Et ça montre à quel point, que ce soit dans des petites ou des grandes rédactions, Twitter a une place énorme dans le choix des sujets, parfois inconsciemment, c'est-à-dire que les gens ne vont pas sur Twitter forcément en se disant « je vais traiter ça », mais on y passe tellement de temps qu'inconsciemment, Twitter se substitue parfois à une partie de la ligne éditoriale des médias, et moi c'est quelque chose qui me fait très peur, parce que je rêve d'un journalisme où on serait loin de ces choses-là en fait, où on réfléchit à nos sujets sans être parasité du matin au soir à ce qui est discuté sur Twitter, parce qu'en fait Twitter c'est pas la réalité, c'est pas la vraie vie. Ça a servi à des choses très intéressantes, des libérations de la parole qui sont hyper importantes, mais ça c'est la face visible de l'iceberg, et puis en dessous il y a tout le reste. Il y a tout le reste, tout le monde parle de ça, ça retweet fois 1000, donc vite faut qu'on fasse un sujet là-dessus, faut vite qu'on en parle pour que ça explose sur Twitter, et ça c'est vraiment un truc moi qui m'angoisse, qui me terrifie. Je pense que ça fait du mal à tout le monde, ça fait du mal à beaucoup de personnes, ça fait du mal à des journalistes qui passent trop de temps aussi et qui sont addicts. Moi j'estime que je l'ai été, je passais trop de temps sur Twitter et à la fin je commençais à me dire mais non, on s'en fout de ce sujet sur Vice, vraiment en fait. Pourquoi je suis en train de me dire il faut qu'on en parle? Non en fait, c'est juste que j'ai vu 1 milliard de personnes me parler de ça. Mais non en fait, c'est pas notre ligne éditoriale, ressaisis-toi, arrête et on s'en fiche et demain ce sera fini. Et donc là-dessus, il y a un truc vraiment qui me terrifie aussi à l'approche des présidentielles, il faut le dire, parce que beaucoup de médias par Twitter, notamment avec le Covid, vont passer sur Twitter. Beaucoup de journalistes sont très présents sur Twitter aussi et sont plus du tout dans une forme de... Même si l'impartialité est difficile à avoir, mais voilà, ça devient un peu la foire. Et ça, je trouve ça dommage, parce que je trouve que ça dessert le travail qui est fait par beaucoup de rédactions, beaucoup de médias. Ok. Voilà. Camille? Oui, je suis assez d'accord. Je pense qu'il ne faut pas se faire avoir par le microcosme Twitter. On a l'impression que c'est le monde entier, et bon, c'est quand même une toute petite partie de la réalité de la société quand même. Et il faut le garder en tête. Nous, je pense que c'est très très important qu'on le garde en tête en tant que journaliste. Et ça peut être effectivement... un moyen d'aller chercher des témoignages et des sujets qui est extraordinaire et d'aller trouver... C'est ça aussi ta plus grande peur, Twitter? C'en est une, oui, parce que effectivement, Twitter et ce côté un peu le petit bout de la lorgnette, quoi. C'est-à-dire que oui, c'est un moyen d'aller trouver des sujets, d'aller creuser. C'est pas le seul, loin de là. C'est pas du tout représentatif de tous les débats de société qu'il peut y avoir et de tous les questionnements que peuvent se poser notre audience et la société plus généralement. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à ça, effectivement, et on le voit en ce moment, il y a beaucoup d'emballement. Dès qu'il y a quelque chose entêté, tout de suite, on a l'impression que c'est ce qui préoccupe tout le monde, et au final, on se rend bien compte que notre voisin ou notre mère, elle en a pas entendu parler, et que c'est pas du tout ces préoccupations-là. Donc je pense qu'il faut arriver à vraiment systématiquement prendre beaucoup de recul avec tout ça. Ouais. J'ajouterais juste un truc, moi, c'est aussi sur le prisme des chaînes d'infos en continu, où on se retrouve avec des micro-polémiques ou des micro-faits divers qui sont bastonnés de 8h du mat à minuit, et on a l'impression, là c'est l'UNEF à Grenoble,
bon, c'est grave, mais il n'y a plus que ça qui existe. En fait, le format de BFM TV, et qui est suivi par CNews, c'est de prendre 2 infos et de rester dessus. Alors je pense que c'est des questions économiques, je ne sais pas pourquoi ils font ça, et donc du coup il y a des effets loupes sur des événements. Je pense, je sais que Pigalle dit le contraire, mais je pense par exemple que BFM TV a participé largement à l'explosion des Gilets jaunes en faisant un rendez-vous hebdomadaire mis en scène, annoncé. C'était une série, il y avait les vignettes, genre J-3. Et donc, si vous voulez, il y a un moment donné où la BFM a pris une fonction d'agenda qui est complètement folle, d'autant que les politiques se calent sur l'agenda de BFM. Et ils ont une responsabilité. Alors, je sais qu'il y a des gens bien, il y a des gens très bien à BFM, donc ils font attention, mais ils ont une fonction d'agenda politique et agenda médiatique qui est très importante. Et je me rappelle, il y a toujours cette histoire du type qui s'était fait agresser avant l'élection avant le 2002, qui avait provoqué un grand émoi et qui avait, dit-on, amené Le Pen au second tour. C'est juste que dans les dernières lignes droites avant la présidentielle, pour peu qu'il y ait un fait divers ou un événement qui soit comme ça, qui fasse la une des chaînes d'infos, ça peut être assez dangereux. Et donc du coup, il y a une grande responsabilité au niveau du matraquage qui pourrait être fait à ce moment-là, et même qui peut être fait actuellement. C'est-à-dire que là, quand tu as une BFM, tu as des questions d'islam, tu as des questions d'islam, tu as des questions de nationalité et de Covid, quoi. Qui concernent aussi les Français. Les Français sont aussi très concernés aussi par ces sujets-là. Comment on le sait ? Il y a beaucoup d'enquêtes d'opinion qui sont faites après que BFM allait parler pendant une semaine. Oui, mais je pense notamment au sondage de France 2 pendant le débat entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen, qui était plutôt éloquent sur... Mais qui intervient après des mois de matraquage. Après des mois des mois de couverture de l'Express, du Point, de Marianne, alors moi c'est vrai que je regarde BFM parce que c'est mon job, mais si on regardait que ça, effectivement pour moi ce serait le sujet numéro 1. Mais quand on regarde autre chose et quand on regarde pas que ça, c'est pas le sujet numéro 1. Donc moi je sais pas si ce sondage que tu cites, c'est un symptôme de quelque chose qui a été imposé par un agenda médiatique, pas volontaire, hein, pas consciemment, mais donc si c'est le résultat de ce matraquage, ou si les shows de BFM sont consécutifs à ce positionnement de la société. Je pense personnellement que si les gens parlent de ça, c'est comme l'islamo-gauchisme, je suis désolé, mais la plupart des gens qui ont été interrogés sur ça, ils savent pas ce que c'est l'islamo-gauchisme. Il y a aussi un sondage des Français qui disent il faut que la France se retire du Mali. Mais sur les 55% ou 56% qui disent qu'il faut se retirer, combien savent pourquoi on y est et ce qu'on y fait? Donc les sondages, je m'en méfie parce que on pose des... Enfin, je pense que vous êtes à Sciences Po. Je croyais que c'était Sciences Po, mais quand on pose des questions aux gens, dans les sondages, ils se sentent obligés de répondre même s'ils ne savent pas. Et donc du coup, ça fausse forcément les résultats. Et quand on voit que les Français sont inquiets par l'islamo-gauchisme à la fac, combien parmi ceux qui ont répondu ont une vraie connaissance de ce qui se passe dans les universités? Je suis pas sûr qu'ils soient la majorité. Donc il faut vraiment se méfier des sondages. On notera ça, ça sera un sujet pour une prochaine fois, Christophe. Merci beaucoup, merci Camille, merci Paul, merci Christophe, merci Antonin. C'était une belle table ronde et un beau débat et je vous remercie beaucoup d'y avoir participé. On vous laisse évidemment vous faire votre avis derrière votre écran. On ne se porte pas juge de vos opinions. Construisez-les intelligemment, aussi avec ces médias que nous avions à la table, aussi avec d'autres. Merci de nous avoir regardés. C'était Valorant et Antonin pour Le Crayon. Ciao. Quand on forme les gens correctement dès l'enfance, en les encourageant dans l'intelligence, ça fait des citoyens engagés qui peuvent débattre.